Il y a probablement des gens au sein des GAFA qui ont conscience du fait qu'il y a un problème, qui ont conscience. Nous, on est sur des plateformes comme YouTube sur lesquelles il y a d'énormes problèmes de harcèlement sexuel, par exemple. C'est phénoménal ce que les femmes se prennent dans la gueule sur YouTube comme commentaires sexistes, etc. Et je dis ça, en plus il se trouve qu'on est le 8 mars aujourd'hui, c'est le hasard, mais c'est quand même un problème structurel dans une plateforme comme YouTube où on voudrait que ce soit accessible à tous. Et bah oui, mais les femmes, c'est beaucoup moins facile pour elles. Donc il y a énormément de choses à faire du côté des GAFA, mais moi j'ai envie de vous dire, de la même raison que Loïc Blondiot disait que les GAFA sont les nouvelles structures qui ont du pouvoir aujourd'hui, moi j'ai le même rapport avec les GAFA qu'avec l'État. C'est-à-dire que je pense que les GAFA doivent changer. Et je pense que les GAFA doivent se démocratiser. Je pense qu'il faut qu'on ait une manière de fonctionner différente avec ces GAFA. Il faut qu'on ait collectivement une prise. Il faut qu'on puisse collectivement interagir avec ces GAFA, gérer une partie du système. Il faut qu'on avance dans cette direction-là, bien sûr. Vous évoquiez, Loïc Blondiot, la réappropriation de la chose publique, et Jean Massier, vous évoquiez la réappropriation des institutions. Donc après le sujet, est-ce que ça passe nécessairement par Internet, cette réappropriation ? Non. Ah non, non. Depuis 2 jours, lorsqu'il est question du numérique, j'insiste beaucoup sur le fait que la participation ne peut pas se faire uniquement sur des plateformes qui aujourd'hui sont disponibles pour consulter les citoyens. Alors pour une raison, il y en a de multiples. Il y a pour deux raisons principales. La première raison, elle est sociologique, elle est massive, c'est que il reste une partie de la population qui n'est non négligeable et qui n'a pas accès. Alors, ne disons pas Internet. Il y a toujours 15% de la population qui n'utilise pas Internet, mais il y a beaucoup plus de gens qui n'utilisent pas Internet de façon suffisamment sophistiquée pour pouvoir participer au dispositif dont nous parlons aujourd'hui. Donc, on se couperait là d'une partie de la population. Premier argument majeur. Et deuxième argument, c'est qu'une plateforme, ça ne crée pas de collectif, ça ne crée pas de lien. C'est-à-dire que la délibération sur Internet, c'est-à-dire la discussion, l'échange contradictoire, finalement, il se passe moins bien, me semble-t-il, qu'en présentiel, c'est-à-dire qu'en face à face. Il est beaucoup plus facile, par exemple, de troller sur un forum Internet que de le faire en face à face. Il est beaucoup plus facile de dire des horreurs que de le faire en face à face. Et la démocratie, elle a besoin, me semble-t-il, d'une certaine forme de civilité, c'est-à-dire d'échanges qui soient respectueux de l'autre. Pour moi, ça, c'est absolument capital. Et pour l'instant, que font les plateformes ? Elles collectent des avis, elles collectent des opinions, elles peuvent même aller beaucoup plus loin. Certaines sont beaucoup plus sophistiquées que d'autres et permettent beaucoup plus de choses que d'autres, mais elles ne permettent pas véritablement ce travail de délibération collective qui est exigé par la démocratie. Alors c'est mon point de vue. Peut-être que Jean et Sylvain seront d'un avis différent, mais je les trouve limités. Par contre, elles ont une force incroyable, c'est qu'elles permettent un accès infiniment plus facile à la possibilité de s'exprimer. Elles permettent à des gens qui ne peuvent pas être là physiquement, qui n'ont plus le temps de l'être ou qui sont indifférés de l'être. Elles permettent aux jeunes d'intervenir beaucoup plus facilement. Donc elles ont des tas d'avantages par ailleurs. Et elles ont les avantages de leurs inconvénients. Et on ne dira jamais le contraire. Évidemment, je ne suis pas un avocat d'Internet en disant que c'est la solution miracle, la pilule magique qui solutionnera tout à la démocratie. Bien au contraire. Internet a énormément d'atouts, mais Internet a aussi beaucoup de limites. Je ne reviendrai pas du tout sur tout ce qu'a dit Loïc Blondiot, c'était parfaitement vrai, notamment sur la question de la fracture numérique, qui est un vrai sujet contre lequel il faut se battre. Et je pense qu'une démocratie rénovée, c'est une démocratie multimodale. Voilà, c'est comme un maire dans sa ville qui cherche la manière la plus démocratique de prendre une décision. Il n'y a pas une seule manière, c'est pas juste en organisant une réunion publique avec un vote à main levée à la fin qu'il y aura une bonne solution. C'est plus profond que ça, c'est plus difficile que ça. Et là où je suis peut-être un petit peu plus optimiste que Loïc Blondiot, c'est que je trouve qu'il existe de plus en plus en Europe et dans le monde des mouvements qui commencent à bouger un peu. Ça change. On a vu des trucs, alors ça peut paraître easy parfois, mais Nuit debout, ça a été un petit truc, il s'est passé quelque chose. En Espagne, en Italie, il se passe des choses, il y a eu Podemos, c'est pas inintéressant. Il y a des médias qui se créent. On en est un exemple, par exemple. Bon, nous, on est non partisans, mais quand même, il y a des médias qui se créent, d'autres manières de faire. Là, regardez ce qui se passe en Floride après une fusillade, où des étudiants ont réussi à déclencher un mouvement pour reposer la question du contrôle des armes aux États-Unis. Donc, voilà, on a des ersatz de petits mouvements qui nous montrent que parfois il y a un peu de lumière au bout du tunnel et que la démocratie peut être réenchantée, être renouvelée. Mais être renouvelée, ça ne veut pas dire être dépoussiérée, ça veut dire changer dans ses structures profondes.
Je terminerai, mais j'ai un point important. Moi, je travaille sur cette question qui est la question démocratique depuis assez longtemps. Et en fait, il m'est apparu voilà, une évidence absolue, c'est que la démocratie, c'était une affaire d'institutions, de règles, de normes, de droits. Et effectivement, notre constitution est démocratique, notre système électoral est démocratique, mais c'est aussi une affaire de comportement, une affaire de sensibilité, une affaire de valeurs, de perception. Or, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de faire que les citoyens vraiment se sentent subjectivement capables. Alors, il y en a de plus en plus. Ils sont de moins en moins déférents à l'égard de l'autorité. Ils respectent de moins en moins les autorités, ça c'est sûr. Ils veulent plus du tout obéir au doigt et à l'œil à des gens qui se prétendent supérieurs à eux. Ça c'est vrai. Et il y a un nouveau rapport à l'autorité. Il y a un changement culturel important. Mais ce qui change et ce qui doit changer nécessairement, c'est que cette activité citoyenne, cette contribution citoyenne, cette participation citoyenne, elle puisse se faire. Et de l'autre côté, il faut que les élus comprennent aussi qu'ils ne peuvent plus gouverner comme Louis XIV ou comme les acteurs de la Troisième République. C'est qu'eux doivent changer de posture. C'est-à-dire, et là, il y a un enjeu mais phénoménal, c'est que les élus continuent à agir comme si la société leur avait donné un mandat pour faire ce qu'ils voulaient, en disant « j'ai été élu, je peux tout faire ». Or, ça n'est plus possible dans une démocratie moderne, on ne peut plus agir comme ça. Le seul moment où les citoyens peuvent s'exprimer ne doit pas être l'élection. Ils doivent pouvoir continuer à dialoguer, à contribuer, à interpeller, à participer à la chose publique dans l'intervalle entre les élections. Donc c'est ça les enjeux qui sont derrière toutes les discussions d'aujourd'hui et d'hier. Et c'est là que le numérique apporte une pierre supplémentaire aux outils disponibles. C'est pas la solution, c'est un outil en plus en fait, qu'il faut pas voir comme plus que ce qu'il est. Un outil qui permet des choses, qui crée de nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux, mais c'est pas la solution miracle qui réveillera la crise démocratique présentée par Loïc. Oui, mais Sylvain a raison. Alors, je vais donner un exemple qu'a cité Jean. Aujourd'hui, l'Espagne est un laboratoire de nouvelles pratiques démocratiques, mais qui est multiforme. C'est-à-dire qu'il y a eu le mouvement des indignés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les indignés? Ils ont fait quelque chose de très classique. Ils ont créé des assemblées sur des places. C'était physique. Et là, il y avait vraiment une présence terrible. C'est vrai que c'était classique. Ouais. Et c'était classique. Ouais, grec. Non, mais c'est vrai. Là, on renoue avec les origines de la démocratie. Et puis, ce mouvement a pris, vous le savez, et c'est un mouvement qui a deux faces, et un mouvement de lutte politique et un mouvement de réappropriation citoyenne, par exemple de lutte contre les expulsions. Vous savez, il y a eu un mouvement très fort. Bon, se sont créées des plateformes qui ont pris le pouvoir il y a 3 ans, dans plusieurs villes espagnoles. Et en fait, si vous regardez Madrid et Barcelone, qui aujourd'hui sont en pointe en termes de démocratie participative en Europe, Madrid et Barcelone, ils font les deux. Madrid et Barcelone ont mis en place des plateformes extrêmement sophistiquées de consultation des citoyens sur des dossiers, des projets, et puis les citoyens peuvent proposer des projets et rassembler derrière eux d'autres contributeurs. Et puis, la démocratie participative à Barcelone, elle se fait aussi dans les assemblées, elle se fait aussi dans les quartiers, dans les centres sociaux, etc. Mais ce qui est vraiment très puissant dans ces expériences, alors est-ce qu'elles vont réussir? J'en sais rien. Voilà, pour l'instant, elle se heurte aussi à beaucoup de résistance. Mais c'est de dire, comme le dit Ada Colau, qui est la nouvelle maire de Barcelone, maintenant nous gouvernons en obéissant. C'est-à-dire que nous ne considérons plus que nous sommes l'avant-garde, les chefs, etc. Nous sommes plutôt dans une posture d'accompagnement de toute une collectivité qui cherche à se transformer. On va arriver à la fin de la première partie. On va vous poser 2 dernières petites questions. Jean Massier, vous parliez de la multimodalité du développement, caractère multimodal du développement démocratique. Mais du coup, quels sont les mécanismes concrets à mettre en place pour inciter le processus participatif et pour renforcer l'attractivité des instances politiques? Et c'est précisément ce que vient de dire Loïc Blondiaux en citant les exemples de Barcelone et de Madrid. C'est-à-dire, c'est effectivement ce changement de paradigme, ce changement structurel et ce changement de mentalité des élus. En plus, c'est amusant parce qu'il se trouve que par le passé, j'ai travaillé en cabinet, j'ai bossé pour des élus, donc je les côtoyais au quotidien. Et j'ai vu des élus
s'interroger sincèrement sur mais à quoi je sers. Certains, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, qui disaient mais enfin on m'a pas consulté là-dessus, mais enfin j'ai été élu, mais enfin mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais attendez, c'est qui ces gens là en réunion publique qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai quand même été élu. Donc c'est un truc très très troisième République justement sur le côté voilà, j'ai la science infuse maintenant que j'ai été élu. Et d'autres à l'inverse qui par le bon bout en fait écoutaient en réunion publique, ils se disaient mais c'est vachement intéressant, les habitants ils ont des idées hyper innovantes, il y a une énergie géniale dans le quartier, ça me donne envie, les mecs ça a l'air motivé, donc voilà. Et moi je suis absolument pour ce gouvernement par obéissance. Moi j'ai toujours dit que je pensais qu'un élu du XXIe siècle devait être davantage un animateur du débat public qu'un Deus ex machina qui vient avec sa solution au problème. Donc pratiquement et concrètement, pour essayer d'être concret, il y a plein d'expériences ici à Marc-en-Barœul qui sont venues se présenter, des plateformes de consultation participative au niveau local comme au niveau national, des forums citoyens dans lesquels on réorganise et on réapprend à se parler entre décisionnaires citoyens et même avec les administrations. J'ai toujours considéré que les administrations étaient beaucoup trop portraits des débats publics. C'est dommage parce que les fonctionnaires sur le terrain ont beaucoup de choses à apporter aux élus comme aux citoyens dans la manière de voir les choses. Ça peut être des applications mobiles, ça peut être des budgets participatifs, ça peut être très simplement des apéros sur la place de la mairie. Simplement ça. Rien que ça, on réapprend à se parler. On est sur une émission à thème démocratique, donc on va peut-être donner la parole un peu à Monsieur Nocard qui n'a pas beaucoup parlé. Donc si vous avez toujours sur cette question des exemples assez rapidement, parce qu'il faut je suis désolé qu'il faut qu'on finisse, mais sur des exemples concrets de renforcement de l'attractivité des instances politiques. De plus que ce qui a été dit, ça va être compliqué. Je connais une initiative à laquelle j'ai contribué localement à Dijon, dont je suis originaire. Ce week-end, par exemple, on a reçu un député qui est venu discuter avec des citoyens. Et la différence avec une réunion publique, c'est qu'il n'est pas venu vendre ses idées politiques. Il est venu répondre aux questions des citoyens. C'est quoi un député? Il fait quoi au quotidien concrètement? Et je crois que c'est le rapport entre l'élu et le citoyen qui se réinvente physiquement. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cadre... c'est mon parti, je vais le voir parce que c'est mes idées. On va voir, on se réunit entre citoyens, on s'en fiche des idées des autres. On vient pas pour écouter les mêmes idées qu'on a déjà. On vient pour savoir ce qui se passe, comment ça se passe, et pourquoi l'autre il pense pas comme moi. Et c'est très bien, il a raison de penser ce qu'il pense. Moi j'ai raison de penser ce que je pense, mais on peut discuter. Parce que c'est comme ça qu'on se réapproprie le rapport au politique, et le politique a raison de sortir de son cadre politique et d'aller écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Ce qui n'est pas souvent le cas, et je pense que toutes les formes qui ne viennent pas des militants, mais plutôt des citoyens au sens associatif, des gens qui ne pas défendre des idées, apportent ça, et ça arrive de plus en plus. Et je suis beaucoup plus optimiste que les Longueux aussi. Mais... Bien, merci beaucoup Sylvain Nocard, merci à tous les trois. On va désormais passer à la seconde partie de l'émission où Enzo et Thibaut vont aborder des questions d'actualité en lien avec la démocratie participative.